Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des Voix qui bougent. Aujourd'hui, on va recevoir Sonia Derori. Et vous allez voir que Sonia, c'est une personnalité qui a plus d'un titre, vaut la peine qu'on l'écoute et que on la suive, tout simplement. Sonia, bonjour. Bonjour Audrey, merci de me recevoir pour ce podcast. Sonia, dans cette émission, on a une tradition, je pense que nos auditeurs commencent à la connaître. La première question, elle est invariable. La première question, c'est Sonia, qui es-tu? Est-ce que je sais qui suis-je? Je pense que je le découvre jour après jour. Alors, je m'appelle Sonia, je vis à Paris. Je suis comédienne en devenir parce que je suis tout début de ma carrière et puis un peu réalisatrice. Mon métier d'origine, c'est chargée de communication et je suis arrivée à Paris il y a maintenant 7 ans. 7 ans exactement, le 4 août, pour réaliser ce rêve de devenir comédienne. Alors pendant ce confinement, Sonia, tu as lancé un projet sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, Audrey, il s'appelle la web série La tribu s'en mêle. En fait, au premier confinement, je me suis interrogée sur les conséquences psychologiques que pouvait causer un tel, on va dire, phénomène, parce qu'un confinement, c'est assez particulier. Et je me suis dit, bah, tiens, pour continuer à jouer malgré le fait d'être enfermé, pourquoi pas se filmer à distance, faire des vidéos et en faire une web série. Bon, au tout début, je faisais juste des vidéos toute seule. Et ensuite, j'ai associé plein de comédiens et c'est devenu cette web série, La Tribu s'en mêle, qui aujourd'hui compte plus de 900 vidéos. Alors voilà, tu as 900 lâché, t'as vidéos. lâché le chiffre, ça m'intéresse. Comment est-ce que sur un confinement, on fait 900 vidéos? C'est quoi le quotidien d'une comédienne, actrice, monteuse, réalisatrice, script, scénariste pour sa propre série? Comment ça se passe? Alors, moi, mon imagination, euh, c'est euh, c'est vraiment ce qui me permet d'être, disons, d'être toujours active, que ce soit, que ce soit quand je suis chez moi ou à l'extérieur. Mon imagination est une source, une épisode de scénario, et c'est comme ça que j'ai pu faire 900 épisodes. Je suis une œuvre tôt, très tôt. Et les scénarios, je les écrivais d'ailleurs pas toute seule, avec Cécile Gogli qui a fait les voix off, très tôt le matin. Et comme c'était une période de confinement, on avait un peu chacune des insomnies. Et je me souviens qu'un jour, on a écrit des scénarios à 3h30 du matin. Parce que le fait d'être enfermé, finalement, nos esprits se libéraient de cette manière par notre imagination. On arrivait à créer. Mais il faut juste préciser quand même qu'un épisode de La Tribu s'en mêle, c'est combien de temps? Chaque épisode dure 1 minute exactement, pour pouvoir les poster sur Instagram facilement, parce que le format Instagram des vidéos est d'1 minute. Deuxième point sur lequel tu attires notre attention, ta web série, elle est vraiment paramétrée pour les réseaux sociaux? Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était de pouvoir publier sur le web très rapidement et d'être très réactif par rapport à l'actualité. Je me souviens d'un épisode, par exemple, où on a abordé le sujet. En France, il y avait eu 3 zones, je ne sais plus à quel moment, une zone verte, une zone rouge, une zone jaune, selon laquelle on pouvait se déplacer. Et j'ai appelé l'une des comédiennes en lui disant, en lui écrivant très vite un script, en disant tac, 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 on va faire ça, on va parler de ça. Et elle m'a fait la séquence dans les 2 heures. J'ai fait la mienne en même temps et on a pu monter ça le jour même, vraiment en réaction à l'actualité. Ça nous a beaucoup amusé. D'accord, je comprends bien pour La Tribu s'en mêle, mais si on parle de la vie de Sonia avant la Sonia comédienne, avant la Sonia de La Tribu s'en mêle, qui est cette personne? Alors, depuis la Sonia, là, elle a pris des cheveux blancs là, depuis la tribu sans mêle. Là, je viens de m'en apercevoir ce matin. J'espère que ça ne se verra pas trop à la caméra. Alors, avant la tribu sans même, eh bien, j'ai réalisé un court métrage qui s'appelle Rencontre, qui raconte ma quête des origines, parce que je suis une personne adoptée. J'étais adoptée quand j'étais bébé. Et donc, je raconte à travers ce court métrage la quête de mes origines et la recherche, toute la période de recherche
jusqu'à la rencontre avec ma mère biologique. Je l'ai un petit peu mise en fiction, c'est pour ça que j'appelle ça que c'est un docu-fiction, parce que tous les noms, tous les documents ont été modifiés pour respecter la vie privée de chacun. Et j'ai eu vraiment un besoin viscéral de raconter cette quête des origines pour sortir un petit peu des contes de fées hein, qu'on pouvait voir à la télévision par des grands blockbusters américains. Donc c'est vraiment une manière de me donner moi mon point de vue de cette quête des origines. Tu nous parles de Rencontre, qui est ton court-métrage, qui relate ta quête d'origine, mais comment est Sonia lorsqu'elle est enfant? Comment ça se passe dans ta famille d'accueil? Alors, la Sonia, quand elle était enfant, alors, pour résumer ça de manière très condensée, alors, moi, je suis une personne en situation de handicap, ça se voit pas là sur le podcast. Je suis de petite taille, naine, tout le monde dit naine, je mesure 1,23 m. Et donc mon parcours a été un peu particulier parce que j'avais cette problématique du handicap qui s'est imposée très tôt. J'ai toujours su que j'allais pas être très grande et donc j'ai eu quelques soucis, ben, disons, d'intégration, d'inclusion à l'école et le regard des autres a été un petit peu difficile. Mais à travers ces épreuves, j'ai eu vraiment une famille qui était très soudée autour de moi. J'ai été extrêmement couvée et d'ailleurs, presque trop, c'est pour cette raison qu'à l'âge adulte, j'ai eu besoin un petit peu de partir et de m'émanciper. Mais la Sonia petite fille était très joyeuse, très vive, euh, très, mais d'un autre côté, il y avait tous ces soucis effectivement d'intégration par rapport au handicap qui se sont posés très tôt et cette culpabilité finalement d'exister avec cette autre problématique que posait l'adoption de manière un peu inconsciente, avec cette blessure d'abandon qu'on vit chaque enfant adopté un petit peu de manière soit induit, euh, soit conscientisé un peu plus tard quand on est ado et adulte. Et comment tu définirais la Sonia qui rentre dans la vie active, dans le début de l'âge adulte? Est-ce qu'il y a eu des combats à mener? Est-ce qu'il y a eu des éléments sur lesquels tu as dû te battre, entre guillemets? Disons que le handicap, j'ai dû l'assumer à différentes périodes de ma vie de manière un peu différente. Et à l'âge adulte, là, j'ai dû effectivement commencer les démarches de l'emploi. Et donc moi, de toute manière, comme j'avais déjà assumé le handicap avant, continuer à l'assumer en étant adulte, finalement, ça coulait de source, même si j'ai eu quand même quelques difficultés pour trouver du travail. Euh, je pense que par rapport à ça, j'ai très vite pris le parti de parler aux employeurs de mes difficultés, de qu'est-ce que mon handicap induisait comme problématique et finalement pas grand-chose à part d'avoir un repose-pied, d'éviter de me faire des allers-retours dans l'entreprise toute la journée. Voilà, comme mon métier d'origine c'était chargé de communication où j'ai occupé des postes d'assistante, et ben disons que ces problématiques, moi j'étais dans cette idée de rassurer toujours l'employeur. Et de mon adoption, j'en ai très peu parlé au début de ma carrière professionnelle parce que j'avais pas envie d'être stigmatisée davantage. Parce que dans mon enfance et dans mon adolescence, je sentais que c'était comme si on me mettait disons, on me mettait dans une autre case. Attention, elle est adoptée, donc problèmes psychosociaux. Et l'adoption, vraiment, c'était quelque chose qui ruminait en moi, pas qui ruminait, c'est-à-dire qui était en moi et dont je m'avouais pas que j'avais aussi envie de rechercher mes origines. Et d'ailleurs, il y a un rêve que j'ai arrêté de faire à partir du moment où j'ai rencontré ma mère biologique, c'est ce rêve de fuite en avant. Dès le jour où je l'ai rencontré, et c'est arrêté net. Donc, oui, c'est incroyable comme le cerveau envoie des signaux. Et quand on ne s'exprime pas, finalement, le corps s'exprime. Et j'ai eu plein de problématiques adolescentes qui sont récurrentes chez les adolescentes. J'ai pas échappé, l'anorexie, la boulimie. Et là, c'était vraiment lié aux questions identitaires, à qui je suis. Et par rapport à cette troisième problématique, qui sont les origines raciales, finalement,
étaient peu confrontés parce que le handicap absorbait toutes ces problématiques-là. La première discrimination, c'était le handicap. Et ensuite venait le reste. Et c'est à ce moment-là que tu es devenue, on va dire, une représentante, une porte-parole pour les personnes adoptées ou non? Alors, je n'ai jamais été porte-parole des personnes adoptées, à vrai dire. Pour moi, chacun doit s'exprimer pour faire valoir son point de vue tant qu'il est argumenté, euh, euh, tant qu'on peut, qu'il soit aussi maîtrisé pour pas choquer son interlocuteur. Moi, je suis une voix parmi tant d'autres pour les adoptés d'aujourd'hui et de demain. C'est ce que je répète souvent, mais voilà, ma vie, elle est faite. Ma vie d'adoptée, aujourd'hui, je me considère comme une vieille adoptée. J'ai presque 40 ans. Et donc, c'est dans l'idée que chaque voix compte et que mon expérience de vie, j'aimerais qu'il y ait des erreurs qui se sont produites, qui ne se reproduisent pas. Et à mes parents, ma mère à qui j'avais évoqué le sujet de sortir un livre, elle m'avait dit: Sors-le quand je ne serai plus là. Je lui avais dit: mais attention, mon but n'est pas de te blesser, ni de blesser ma famille. C'est pour cette raison d'ailleurs que je ne l'ai jamais sorti, et je ne sortirai peut-être jamais, parce que je veux recontextualiser beaucoup de choses. Je veux reformuler des choses pour pas blesser qui que ce soit. Et je l'ai toujours dit: tu as fait des erreurs de maman, papa a fait des erreurs de papa, et c'est normal. Moi, là où j'en veux, c'est aux institutions qui parfois n'ont pas vu les dysfonctionnements, et c'est ça aussi, c'est pour ça que je travaille. C'est pour alerter, pour interpeller, pour les adopter encore d'aujourd'hui et de demain. Tu dis que tu n'es pas porte-parole et pourtant moi j'ai un peu suivi ton actualité et j'ai quand même vu et lu que bah, tu avais posé des questions à propos d'une réforme. Et donc je pense que là tu es quand même un petit peu partie prise. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, tout à fait. J'ai voulu interpeller les sénateurs et les députés sur la prochaine réforme de l'adoption qui a été étudiée en 2020, la loi Limon. Parce que vraiment, je veux interpeller sur l'écart d'âge moyen entre parents adoptifs et enfants pour le besoin, pour l'intérêt supérieur de l'enfant. Parce que moi, ayant mes parents aujourd'hui qui sont décédés, alors que j'avais que 40 ans d'écart d'âge avec eux, hein, je me suis vraiment interrogée sur cette partie-là de la réforme en me disant, mais il est temps qu'on fixe un écart d'âge pour que les enfants aient des parents le plus longtemps possible, qu'ils soient vaillants, qu'ils puissent les accompagner le plus longtemps possible. Et comme il y a plus de parents adoptifs, des parents qui veulent adopter que d'enfants, eh bien qu'on fixe au moins un écart d'âge allez, 45 ans, qui est à peu près l'écart, qui est l'âge moyen maximal à laquelle les femmes ont des enfants. Donc c'est dans cette idée d'être sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors Sonia, bah, donc l'entrée dans la vie active et puis la Sonia sportive aussi. Je voudrais qu'on en parle, la Sonia sportive. Moi j'étais super étonné en voyant sur les réseaux sociaux une Sonia en roller et qui cartonne en roller. Tu fais des records absolument phénoménaux. Tu peux nous en parler aussi de cette activité? Oh oui, bientôt les JO, là, dès que le roller est au JO, j'y vais, hein. Alors, le roller, c'est un peu une revanche sur la vie sportive de ma jeunesse, parce que j'ai été dispensée toute ma jeunesse par facilité, par commodité pour tout le monde. J'avais droit à faire la natation. Ah, la natation, maillot de bain l'hiver, oh là là, ça fait pas envie. Bon, j'ai fait donc, je faisais un petit peu de natation, et le roller, finalement, j'ai essayé un jour chez une copine, et puis ma mère, après les dernières opérations, quand ma santé au niveau osseuse était stabilisée, elle a demandé au chirurgien si je pouvais faire du roller, et j'ai commencé comme ça en loisir. Et puis le loisir est devenu un jour en vacances une activité sportive, et une activité sportive récurrente. Ensuite, je me suis mise aux compétitions, aux 6 heures roller, qui sont des compétitions d'endurance, qui ont été des défis un petit peu comme une revanche sur la vie. Une année, j'en ai même fait trop, je me suis fait mal, j'ai torticolis et tout. Mais voilà, c'était une revanche, et aujourd'hui, c'est devenu mon activité sportive, une activité bien-être, sans pour autant
je vais vous faire des records. C'est vraiment l'idée de s'entretenir et puis prendre du plaisir à rouler, alors que je peux faire beaucoup de kilomètres en roller. Marcher, c'est plus difficile parce que, j'épargnerai les détails sur, ma squelettique, mais en gros, le roller, c'est plus facile et c'est sympa et puis en plus, on peut le faire avec d'autres. Tu viens d'aborder un point qui est intéressant en parlant du roller, tu as parlé de soins et de thérapie. Tu peux aussi un peu développer ce côté de ta vie qui est pas forcément, le côté le plus joyeux, j'imagine? Oui, en tant que personne atteinte de nanisme achondroplase, c'est le nom de ma petite taille, hem, c'est particulier parce que en fait, j'ai une constitution, squelettique, qui fait que alors j'ai les membres courts, les bras, les mains, les pieds et les jambes et donc cette constitution m'a valu un corset quand j'avais 4 ans et ensuite une ostéotomie, c'est-à-dire on redresse, la jambe au niveau du péroné et du tibia. J'en ai eu 2 à la jambe gauche à 7 et à 12 ans et un suivi orthopédique très scrupuleux et une attention au poids. Attention, je ne devais pas prendre de poids. Ah, attention. Donc la chasse au kilo, qui peut paraître un petit peu dérisoire par rapport aux autres problématiques, mais c'est vraiment, en fait, on a une question squelettique qui se pose. C'est pour ça que j'ai le nez un peu plat. Et donc, tous ces problématiques-là squelettiques ont des conséquences sur la santé. D'ailleurs, je suis un peu dure de la feuille de l'oreille gauche parce que j'ai eu pas mal d'otite dû à cette constitution. Mais aujourd'hui, c'est stabilisé, j'espère, le plus longtemps possible. Mais il faut savoir que pour le nanisme achondroplase, on a différents stades de la maladie, différentes formes de maladie. Disons, pour une même maladie, on a différentes formes comment on dit, de manifestations. Et donc, moi, j'ai ça, mais d'autres peuvent avoir des problèmes euh, au niveau des articulations qui sont bien plus importants. Et maintenant, comment se passe ta vie? Alors, tu souffres moins? Oui, pour l'instant, c'est stabilisé et j'ai bien de la chance et le roller, m'aide vraiment à me maintenir en bonne santé et d'ailleurs, quand la dernière fois que j'ai vu l'orthopédiste, il m'a dit: «Bah, vous allez mieux qu'il y a 5 ans» parce qu'à Paris, je fais beaucoup de roller et voilà, le fait de s'être musclé, ça fait que je vais mieux. Mais en fait, je suis toujours sur un fil où il faut vraiment que je fasse attention à ma santé un petit peu plus qu'une personne, dite normale. Mais voilà, pour l'instant, je touche du bois. Ah non, c'est pas ça que tu touches, la tête, la table, voilà. Et dans ton parcours, Sonia, il y a aussi un point qui moi, m'a fort intéressé et m'a fait beaucoup sourire, c'est ta participation dans une ou 2 séquences de Groland. Tu peux un peu nous parler de comment est-ce que tu es arrivé à participer à cette émission assez culte de Canal+? Alors, pour Groland, c'était très simple, j'ai rencontré un comédien qui avait joué dans l'émission et j'ai envoyé un mail au directeur de casting en disant que j'avais beaucoup, beaucoup d'autodérision et qu'on pouvait largement se moquer de situations en rapport avec mon handicap parce que je sais qu'ils ont aussi beaucoup, beaucoup de dérision, pardon. Et donc, j'ai joué une gardienne de foot lors de la coupe du monde féminine qui ne comprenait pas pourquoi elle avait pris 37 buts. Et j'ai vraiment adoré jouer cette séquence parce que ça correspond tout à fait à ce que je veux jouer, vraiment faire preuve d'autodérision. Euh, et toute l'équipe était très respectueuse et en plus le tournage s'est passé très rapidement et c'était vraiment un plaisir. Et ensuite j'ai joué pour la deuxième fois, c'était en décembre dernier, un virus qu'on ne nommera pas ici. Et donc tu confirmes que dans Groland, c'est vraiment de l'humour, potache, on va dire, c'est de l'autodérision, il y a vraiment rien à voir en 2e degré, on est d'accord? Oui, tout à fait. C'est vraiment l'idée de rire de situation et jamais de personne en elle-même. Et d'ailleurs, j'ai proposé à l'équipe de Groland de faire un sketch que j'ai fait dans la tribu qui est sur la distanciation sociale parce que j'ai fait un sketch où l'un de mes personnages se charge de la distanciation sociale en entreprise. Mais bizarrement, on on n'a pas relevé l'idée. Je pense qu'il y a certaines de mes pastilles vidéo que j'ai faites dans ma web série où je mets en situation des personnes qui ont un handicap ne passeraient jamais à la télévision.
D'ailleurs, je fais jouer une personne aveugle qui est femme de ménage dans la série. Et donc ces situations, on ne passerait jamais à la télé. La personne aveugle a été consentante, je le rappelle, et sa famille a vu les vidéos et n'a jamais rien trouvé à redire. Au-delà de toutes ces activités, Sonia, la Sonia porte-parole, mais qui veut pas se reconnaître porte-parole, la Sonia, actrice, scénariste et j'en passe. Il y a une activité qui est pas encore tout à fait pareille, c'est le théâtre. Alors, quels sont tes projets? Qu'as-tu fait déjà en théâtre? Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le théâtre? Alors, comme Obélix qui est tombé dans la marmite, moi je suis tombée, dans le théâtre, quand j'avais, 12 ans. Même un petit peu avant, si on compte les sketchs, les petites scénettes qu'on pouvait faire à l'école primaire. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait du théâtre et du cirque, dans une colonie de vacances qui intégrait des personnes en situation de handicap, et ça a été vraiment une révélation. À ce moment-là, c'était un moyen pour moi de m'exprimer un peu différemment, et le premier personnage que j'ai joué, c'était le personnage de Hardy dans une reconstitution des Frères Lumière. Et Hardy, tu peux nous en dire plus? C'est pas Laurel et Hardy? C'est ça, c'est ça. Si, si, le personnage dans le duo Laurel et Hardy. Alors, je sais plus qui était le grand, le petit. Ça, Laurel, Hardy, je sais plus. En tout cas, c'était ça. Et à cette occasion aussi, donc j'ai fait du cirque où j'ai appris à jongler à 3 balles. Je sais encore jongler, c'est ce qui me reste du cirque. Et puis, jouer aux assiettes chinoises, rouleau américain. En fait, dans le théâtre, ce qui me plaît aussi, c'est la notion de gestion du corps, ouais, dans le rapport au corps, rapport aux expressions, qu'on travaille beaucoup plus par le théâtre que dans le jeu ou au cinéma finalement, on va dire, dans l'acting cinéma. Et vraiment, moi, ce qui m'a plu, puis le fait de monter sur les planches, cette vibration et cet instant présent, c'est-à-dire il n'y a qu'une prise au théâtre. Mais donc il y a pas de projet pour l'instant sur les planches? Pour l'instant, non. La tribu, j'aurais bien aimé en faire un dérivé, au théâtre avec notamment le personnage d'Élise de Richemont, joué par Catherine Mayeux. On avait une proposition pour jouer dans un talk-show, en début d'année, mais ça s'est pas fait parce que confinement sur confinement, et cetera. Mais j'aimerais bien, voilà, j'aimerais bien dans un café-théâtre, faire la tribu 100 mètres dans un café-théâtre, ça serait sympa avec, le personnage de Sœur Marie Fatima et Catgirl, qui sont vraiment les 2 personnages opposés, dans la tribu. Sonia, l'émission touche à sa fin et un peu comme la première question est une coutume, tout doucement, la dernière l'est aussi. Et c'est un peu de voir comment tu vois ton futur et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter. Alors, dans l'idéal, j'aimerais bien décrocher un rôle dans une série comme Meredith Eaton dans MacGyver, qui est une autre personne de petite taille aux États-Unis. Pourquoi pas produire vraiment produire des films, j'en rêve aussi. Et puis là, à ce que je me destine plus prochainement, j'aimerais bien faire une formation en droit pour devenir agent artistique de comédiens que j'ai dans mes contacts qui m'ont sollicité dans ce sens. Sonia, merci beaucoup pour cette émission. Merci de t'être livrée, de nous avoir raconté en quoi ta vie était si particulière. Et bah, sache qu'on continue à te suivre sans discontinuer. Merci Audrey, à bientôt dans le virtuel et peut-être dans le réel.